Je m'appelle Craig Mitten, je suis professeur à l'École de la santé publique et des populations à l'Université de la Colombie-Britannique et scientifique au Centre d'épidémiologie et d'évaluation clinique et à l'Institut de recherche en santé de la Côte de Vancouver. En tant qu'économiste de la santé, je passe presque tout mon temps à gérer la façon dont les décideurs prennent les décisions concernant ce qui peut être financé ou non. Il est important de fournir les meilleurs outils possibles aux décideurs pour les aider à prendre ces décisions difficiles. Il est essentiel de penser en termes d'allocation de ressources parce que nous avons des ressources limitées. Même dans un pays riche en ressources comme le Canada, nous devons choisir entre les différentes demandes qui ont besoin de ces ressources limitées. Il y a plusieurs façons de voir les ressources dans le système de santé. Et peu importe si nous parlons d'argent, de personnel ou de temps, nous parlons de rareté de ressources ou de ressources limitées pour fonctionner. Le montant qu'on dépense en soins de santé est le montant le plus élevé du budget provincial. Chaque province alloue environ 45% de son budget en santé, ce qui veut dire que tout le reste se partage 55%. L'éducation supérieure, les routes, les ponts. Nous devons donc réfléchir attentivement, pas seulement à combien nous dépensons en santé, mais aussi à la meilleure façon de dépenser ces ressources en santé. Les autorités en santé ont des gestionnaires responsables des budgets et ces gestionnaires doivent prendre des décisions spécifiques sur les services qui seront financés et ceux qui ne le seront pas. En tant qu'économistes en santé, nous aimons contribuer à la discussion sur l'allocation des ressources en fournissant des méthodes et des outils à ces gestionnaires du système de santé pour améliorer leurs techniques de prise de décision. Nous fournissons aux gestionnaires les outils leur permettant de comparer les coûts et les avantages des différentes options, par exemple s'ils doivent choisir entre 2 médicaments ou si un patient devrait être traité à l'hôpital ou en clinique externe, en plus de leur permettre de prendre de meilleures décisions avec les ressources limitées qui sont disponibles. En étudiant à fond les coûts et les avantages, nous recherchons le concept de valeur. Plusieurs cliniciens abordent le problème de l'allocation des ressources et disent « Nous devons faire ce qui donnera les meilleurs avantages cliniques ». Nous recherchons la meilleure efficacité clinique. Et d'un autre côté, vous avez les comptables qui sont surtout intéressés à diminuer les coûts, que nous devons vivre selon nos moyens et offrir tout bonnement l'option la moins chère. Tandis que la façon de penser des économistes est de rassembler les coûts et les avantages et d'y trouver le concept de la valeur. Donc, comment avoir la plus grande valeur ou le plus grand rendement avec les ressources limitées disponibles pour que nous, en tant que payeurs d'impôts, soyons sûrs de recevoir les meilleurs bénéfices à partir des ressources disponibles? Quand nous cherchons des outils économiques pour la santé qui peuvent informer les décideurs de la meilleure façon de dépenser les ressources limitées, au lieu de se cacher derrière des portes closes et de prendre des décisions qui n'en sont pas, la procédure est inconnue. Les décisions peuvent être gardées secrètes. Nous disons que nous devons être plus ouverts, nous devons être plus transparents, et cette transparence nous permet d'être plus responsables, en plus de pouvoir nous justifier. Quand un député demande à un décideur « Vous savez pourquoi nous avons pris ces décisions de réduire les services dans un secteur pour le réinvestir et augmenter les services d'un autre secteur? » Ce décideur peut dire que c'était la bonne décision, qu'il a évalué les coûts et avantages des autres options et que nous avons une procédure ou un cadre pour nous appuyer dans la prise de décision. La population peut être impliquée dans le processus de décision pour déterminer les valeurs qui appuieraient les décisions en termes d'allocation de ressources. Les membres de la population peuvent aussi participer directement au comité de décideurs. Dans certains mandats que j'ai eus en Ontario et partout au pays, il y avait des membres de la population impliqués dans des comités prioritaires aux côtés des décideurs.
Des mises en situation réelles ont été présentées à ces membres de la population et on leur a demandé leur opinion, leur avis, leurs commentaires, leurs valeurs, leur point de vue sur un ensemble de compromis qui doivent être pris. Et c'est très passionnant de voir des décideurs et des membres de la population interagir et se débattre sur les défis de l'allocation des ressources. Je m'appelle Barbara Kaminski, je suis la PDG de la Société canadienne du cancer en Colombie-Britannique et au Yukon. Nous sommes plusieurs à connaître des cas réels, des gens qui étaient proches de nous et qui ont fait face à cette situation. J'avais une amie proche qui a finalement succombé à un cancer colorectal, mais qui avait eu la chance d'avoir accès à certains médicaments expérimentaux. Elle a donc enduré, oui, je dis enduré, 2 années de vie supplémentaires parce qu'elle voulait plus de temps avec son nouveau mari. Eh bien, je me souviens que vers la fin, elle m'a dit « Tu sais, Barbara, si je devais le refaire, je ne sais pas si j'accepterais. Parce que oui, j'ai eu 2 années de plus avec l'amour de ma vie, mais j'ai passé la plus grande partie de ces 2 ans à vomir dans les toilettes. Donc, si elle devait le refaire, elle hésiterait. » Quand les gens apprennent que dans les 15 prochaines années, il y aura une augmentation de 40% des cas de cancer, certains paniquent. Ils pensent « Mon Dieu, est-ce qu'il y a une sorte d'épidémie qui s'en vient ?» Eh bien non. En fait, c'est la projection de la croissance de la population à laquelle on applique les taux actuels de cancer. Donc, les taux seront assez stables avec cette augmentation de 40%. Mais à cause de la croissance de la population et surtout de son vieillissement, notre risque augmente et nos chiffres augmentent. Le défi fiscal ne s'améliore pas. Les gouvernements ne veulent pas avoir à augmenter les impôts constamment, et nous non plus en tant que contribuables. Et quand nous regardons ces projections en termes de nouveaux cas de cancer qui augmentent, nous avons une chance maintenant d'améliorer les choses. Je ne dis pas que le changement sera facile, mais si nous ne commençons pas maintenant, ça deviendra plus difficile avec le temps. Il y a de nouveaux médicaments qui sont découverts et honnêtement, fortement promus par les compagnies pharmaceutiques, et plusieurs patients sont désespérés dans certains cas, parce que ce qui est disponible présentement en termes de thérapie ne va pas nécessairement les aider. À la Société canadienne du cancer, nous voulons être des défenseurs, mais il est important que nous nous basions sur des preuves. Nous devons être certains que si nous proposons l'approbation d'un médicament, que nous sommes certains qu'il vaut la peine de le faire. Donc, la question de l'augmentation du coût est « Est-ce que ça vaut la peine en fin de compte ? Est-ce que ça vous donnera une vie plus longue, une meilleure qualité de vie ? » C'est ça le dilemme. Certaines personnes pensent que ça se résume à une formule magique de mathématiques. Vous inscrivez vos chiffres et l'ordinateur donne la réponse comme par magie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pouvez-vous vous imaginer être à la place du ministre de la Santé ou du responsable d'une clinique de traitement de cancer et que vous deviez prendre cette décision? C'est très, très intense en termes d'éléments à considérer. Et ce n'est pas seulement du calcul et de la recherche de preuves, c'est aussi des sentiments humains qui se cachent derrière ça. Quand vous comprenez le dilemme que ces décideurs doivent résoudre, vous ne voudriez probablement pas à leur poste. Il y a toujours des problèmes quand vous avez devant vous une personne qui souffre. Surtout si vous essayez de traiter ce patient. Ça devient très concret et vous voudriez faire tout ce que vous pouvez, même si vous pensez que c'est sans issue. La dimension humaine va toujours être là, et nous voulons qu'elle y soit. Nous ne voulons pas que ce soit géré par des ordinateurs. Mais si vous faites ça, empêchez-vous une autre personne d'obtenir quelque chose qui aurait été plus efficace? Tout revient à la façon dont on choisit d'allouer ces maigres ressources et le coût de renonciation. Si vous dépensez de l'argent pour des médicaments qui ont une utilité et une efficacité marginale, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépenser de l'argent ailleurs où l'impact pourrait être plus grand. Donc, nous voulons que tout soit basé sur les meilleures recherches possibles. Mais chaque année, quand nous étudions les soumissions que nous recevons, les gens qui demandent des bourses pour les merveilleuses recherches qu'ils veulent mener, nous n'avons jamais assez d'argent pour financer tous les candidats qui satisfont nos critères scientifiques. Donc, dans la balance, est-ce que cet argent serait mieux employé pour un nouveau médicament ou pour davantage de recherche? Une autre chose que les gens doivent considérer est la prévention.
presque la moitié des cancers peuvent être évités. Ok, donc même si on avait 100% de taux de survie pour des patients atteints de cancer, et même avec une bonne qualité de vie. N'aimeriez-vous pas mieux ne jamais avoir eu de cancer? Voilà d'autres choses que les gens doivent garder en tête. Les gens qui ont un cancer ont besoin de beaucoup de support au niveau émotionnel, informatif, etc. Qui va financer ça? En plus, malheureusement pour les gens qui ne gagneront pas leur bataille contre le cancer, avons-nous tout fait en termes de soins palliatifs, de soins de fin de vie? Non, nous n'avons pas tout fait. Tous ces choix doivent être évalués. Si vous dépensez quelque part, c'est au détriment de quelque chose d'autre qui pourrait être une dépense plus intelligente si on regarde l'ensemble. Mon nom est Nadine Caron. Je suis chirurgienne en oncologie générale à Prince George, en Colombie-Britannique. Tous les jours, j'opère des patients atteints de différents types de cancers. Je vois les patients à la clinique. Je participe à des recherches sur le cancer, davantage sur l'aspect accessibilité et utilisation, surtout sur l'aspect rural et éloigné des services de soins pour le cancer de la région nordique et indigène. Et j'enseigne. Le type de recherche que j'étudie est comment amener les individus au service de lutte contre le cancer. Comment aider les gens à ne jamais avoir besoin de ces services de lutte contre le cancer? Comment aider les gens à comprendre pourquoi ces services existent et quand ils peuvent les utiliser? Vraiment, le pourquoi en amont. Je crois qu'il y a 2 éléments fondamentaux des services de lutte contre le cancer que je changerais si je le pouvais. Et ce sont l'accès et l'utilisation de ces services disponibles et ceux qui y sont liés, bien que différents. L'accès aux soins s'applique quand quelqu'un a besoin des soins, veut les soins, décide d'utiliser les soins, mais que le système le laisse tomber, parfois à cause des listes d'attente qu'on connaît bien, parce qu'il n'y a pas d'accès dans leur communauté, ou à cause des barrières qui y sont rattachées. Ils voudraient s'ils le pouvaient, mais ils ne peuvent pas financièrement, socialement ou culturellement. Mais l'utilisation s'applique quand, pour quelque raison que ce soit, notre système n'est pas sécuritaire, ou quelqu'un ne le comprend pas, ou a des méconnaissances. Quand, théoriquement, c'est juste là, mais pour une quelconque raison, un aspect du système fait en sorte qu'un individu ne l'utilise pas. Ce que nous réalisons de plus en plus sur les soins contre le cancer, même dans le système de santé, bien que je pense qu'on a été lent à comprendre, c'est que, oui, nous avons un patient à la clinique ou qu'on amène à la salle d'opération, mais il y a de la famille aussi dans la clinique avec eux. Il y a des membres de la famille qui attendent derrière les portes de la salle d'opération et à qui on demande comment ils vont. Ces personnes viennent de communautés et ces communautés se demandent comment leurs proches iront, comment leur voisin s'en sortira, comment leur... Vous savez, le seul, surtout en milieu rural, comment leur seul banquier, leur seul comptable, leur seul ci, leur seul ça, comment vont-ils? Et nous commençons à réaliser que chaque diagnostic touche un très grand groupe de personnes et que si nous commençons à admettre ça, nous réalisons que ce sont les voix qui devraient être présentes à la table quand nous parlons des soins contre le cancer en général. Il y a des barrières aux soins contre le cancer partout. Mais je crois que ceux du Nord ont un élément unique qui doit être pris en compte, considéré, exploré, recherché et surtout simplement compris. Il existe d'autres différences en plus de la géographie des zones rurales et éloignées. Il y a les conséquences financières d'avoir à voyager plus loin, pour plus longtemps et être absent plus longtemps. Il y a les conséquences sociales souvent parce que vous faites partie d'une plus petite communauté et il y a les différences culturelles que nous ne pouvons pas, que nous n'avons pas les moyens d'oublier dans cette équation et réaliser que nous devons aborder celle-ci de façon sensée. Et je ne pense pas qu'on le fait comme on le devrait. Je me souviens de la première patiente atteinte d'un cancer du sein que j'ai rencontrée. C'était une incroyable révélation pour moi. J'ai commencé à explorer ses options pour une chirurgie. Je discutais avec elle, une femme très intelligente, elle comprenait tout. Tout d'un coup, elle s'est mise à me poser des questions.
elle a demandé. Si je choisis la radiothérapie, c'est où? C'était à Vancouver ou Kelowna qui étaient les 2 sites les plus proches, donc 8 ou 10 heures de route, ou le coût des billets d'avion, et qu'elle y serait pour environ 1 mois. Nous avons parlé de reconstruction de seins. Il n'y avait pas de chirurgien plastique dans toute la Northern Health Authority. Elle devrait aller à Vancouver et éventuellement, pourquoi je lui donnais ces options? Je sentais qu'elle méritait fondamentalement les mêmes options que le patient à qui j'avais parlé 4 mois plus tôt quand j'étais résidente à Vancouver. Tout d'un coup, je me rendais compte qu'être dans le nord de la Colombie-Britannique était différent qu'être à Vancouver. C'était différent qu'être dans le sud. Les options offertes sur papier ne sont pas vraiment disponibles pour les gens du nord. Nos voix doivent aussi être entendues. Et parfois, quand on pense à ceux qui prennent les décisions, aussi difficiles et complexes qu'elles soient, nous devons nous assurer que la différence n'est pas oubliée et que ces perspectives sont entendues quand on parle de l'utilisation des ressources dans le contexte des soins contre le cancer. Mon nom est Janice Alaskin, je suis oncologue médicale au Cancer Agency de Vancouver et nous parlerons aujourd'hui de l'accès aux médicaments pour les patients ayant un cancer et ce que nous en pensons en tant que médecins. Donc, je suis une oncologue médicale, ce qui veut dire que je suis une spécialiste en chimiothérapie, donc quand un patient atteint de cancer vient me voir, je me demande comment la chimiothérapie peut l'aider ou non dans sa traversée des étapes du cancer. Une partie de ma décision est très individualiste et une grande partie dépend des traitements de chimiothérapie qui sont disponibles selon le jour, l'année et ainsi de suite. Ces choses changent beaucoup. Bien sûr, c'est très important parce que la chimiothérapie est le pilier des traitements contre le cancer. On utilise la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Ce sont vraiment les seuls traitements contre le cancer qui existent et nous essayons vraiment de sauver des vies. On essaie de traiter les gens. Ce qu'on essaie surtout de faire est d'offrir une certaine qualité de vie pendant qu'ils sont aux prises avec cette maladie. Les gens voient le cancer comme une maladie, mais c'est une vieille façon de penser au cancer. Je pense que le processus général des cellules corporelles qui fonctionnent mal est commun à tous les cancers, mais chaque individu est différent et les façons que les cellules peuvent mal fonctionner sont uniques. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est que le cancer est probablement 1 millier de maladies différentes et en nous améliorant dans les traitements médicaux, nous devons adapter ces traitements pour chaque personne avec sa maladie individuelle. La prochaine décennie se penchera sur comment identifier ces cibles pour chaque individu et c'est là que la technologie de pointe entre en ligne de compte. C'est vraiment un défi de taille. Dans les années 80, tout le monde était concentré sur la solution miracle qui guérirait le cancer et je pense, en comprenant grâce à la technologie et l'expérience, combien le cancer est compliqué. Je pense que nous voyons maintenant que si nous pouvons cibler certaines parties du cancer à un moment donné avec un traitement tolérable, je pense que nous pouvons réalistement espérer que ce n'est pas une solution miracle pour tous, mais différentes séquences de traitements tolérables pour que les gens atteints puissent avoir une qualité de vie décente. Je crois que nous acceptons que d'autres maladies soient incurables, comme les maladies cardiaques, le diabète, la haute pression sanguine. Ce ne sont pas des phénomènes guérissables. Quand on considère le cancer au niveau des maladies guérissables, on met la barre haute. Donc je pense que si, à court terme, on peut rendre cette maladie tolérable avec des traitements tolérables, ce sera un bon succès. Historiquement, nous utilisions des toxines fondamentalement du poison, et bien qu'ils aient un coût élevé, le coût diminuait rapidement quand ils obtenaient leur brevet. Et donc, la chimiothérapie par intraveineuse standard et courante, qui nous est familière, est en fait des poisons bien contrôlés et ils sont très efficaces dans certains cas, dans certaines situations, et c'est encore essentiel que nous les utilisions. Et ils sont devenus très abordables, mais il faut accepter des effets secondaires bien souvent, et aussi ces effets secondaires peuvent avoir un gros impact sur les gens et même devenir un obstacle économique. Si vous vous sentez très mal, vous n'allez pas travailler, vous ne contribuez pas à la société de la même façon, vous ne payez pas vos impôts parce que vous n'allez pas bien.
Ce type nouveau de thérapie ciblée a changé la conception des médicaments, a réduit le focus, et les compagnies pharmaceutiques qui doivent développer beaucoup plus de médicaments, et il y en a beaucoup plus qui échoueront. Par exemple, quand vous avez 5000 médicaments qui semblent intéressants pour une compagnie pharmaceutique, probablement uniquement 100 se rendront au test sur les humains et peut-être juste 10 se rendront sur le marché. Le coût réel est plus élevé que de produire un médicament générique du poison habituel et ça se reflète dans le coût plus élevé du médicament. Il n'y a aucun doute, la thérapie ciblée coûte plus cher. D'un autre côté, si vous pouvez offrir à quelqu'un un médicament plus facile à tolérer avec lequel il peut vivre plus longtemps, alors il peut continuer à travailler. Il contribue, il participe à sa vie de famille, il paie ses impôts, il vit mieux et il reste en dehors des hôpitaux plus longtemps. Il est difficile d'établir un énoncé économique parce que ces médicaments sont chers. D'un autre côté, ça dépend de quelle poche l'argent sort. Je crois que c'est une conversation importante parce que plus le nombre de médicaments développés est grand, plus ils sont chers, et notre société ne peut se permettre toutes les thérapies ciblées pour tout le monde, et nous reconnaissons la valeur de ces thérapies ciblées. Nous reconnaissons qu'elles sont un produit qui coûte cher. Nous devons nous concentrer sur le choix des patients à qui on donne ces traitements, et nous ne doutons pas qu'ils sont bons, mais on ne peut pas les utiliser pour toute la population, et je pense que c'est une conversation importante à avoir. Les gens veulent toujours ce qui est le plus récent, le meilleur et le plus cher. Mais ce n'est pas nécessairement le meilleur traitement pour eux, et on ne peut pas se le permettre en tant que société.